Merci. Merci. Merci mille fois pour cet accueil chaleureux. Vous aurez remarqué que j'ai mis la main sur le cœur, mais j'ai évité tout mouvement de bras. Alors, chers amis, du haut de mon 1,81 m rempli de fatigue et chargé d'émotions, que vous n'avez fait qu'accentuer par vos applaudissements, c'est avec un sincère plaisir que je me trouve aujourd'hui face à vous, pour deux raisons. D'abord parce que c'est une étape qui signifie qu'enfin les négociations se sont clôturées. Et deuxièmement, parce qu'il me revient de vous en exposer le contenu avec l'aide des collaborateurs que nous allons veiller à mettre à l'honneur, comme ce fut le cas à Louvain-la-Neuve, lorsque nous avons présenté et proposé à la validation les accords de gouvernement pour la Wallonie et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une manière de pouvoir leur témoigner aussi de notre gratitude et les mettre, eux, en valeur, parce qu'ils ont été une ressource extrêmement précieuse à nos côtés. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'à plus d'une fois, le formateur lui-même a souligné, y compris devant les autres formations politiques, que celle qui était incontestablement la plus productive en notes, en argumentation, jour comme nuit, on les recevait à 4 h du matin, 5 h du matin, 3 h 30 du matin, c'était les engagés, et ça, sincèrement, c'est aussi une marque de grande fierté. Alors, chers amis, voilà plus de 25 ans maintenant que je fais de la politique de terrain. Et vous me connaissez, je n'ai jamais cherché à en faire en agressant d'autres partis, encore moins en attaquant des personnes, en caricaturant la situation ou en faisant de la surenchère dans les médias. Je confesse en la circonstance que d'autres font bien mieux que moi en la matière. Quand certains s'excitent sur les réseaux sociaux et créent des polémiques faciles, quand d'autres encore semblent annoncer la fin du monde, car ils ne sont plus guère dans les gouvernements, et donc rien de bon ne pourrait être fait sans eux, j'ai toujours cherché à agir avec pondération, avec pragmatisme, honnêteté et sens de la nuance. Avec discrétion, probablement aussi, et je sais qu'à certains moments, quelques échos me revenaient en disant « mais il faudrait être davantage présent dans les médias pour rappeler nos positions sur ceci, sur cela ». Et j'avais l'intime conviction qu'à part rajouter du bruit au bruit et risquer d'amplifier le premier, nous n'allions pas tirer notre épingle du jeu. Et du reste, et le résultat de 2024 l'a démontré, c'est aussi ce sang-froid, ce pragmatisme que les citoyens ont apprécié. Je sais qu'il y a des amis de la presse dans la salle, et donc à chacun d'eux, je voudrais m'excuser d'avoir probablement été, de tous les présidents de parti, celui qui était le moins enclin à répondre à vos messages, à faire fuiter des documents. Je mesure le degré de frustration et peut-être d'inimitié que ça a pu générer, mais c'était une manière aussi de vouloir faire les choses en donnant un maximum de chance à la réussite, parce qu'il est vrai que s'il est légitime que la presse cherche à s'informer et à vous informer, rarement des articles ont contribué à faciliter la négociation. Cette nuance que j'évoquais et qui est désormais d'ailleurs reprise, vous l'aurez remarqué, comme titre de notre nouveau magazine mensuel, nous avons toujours veillé à l'accompagner avec de la bienveillance. De la bienveillance à l'égard de ceux qui ont moins de chance dans la vie, mais aussi une bienveillance teintée de volontarisme pour faciliter les projets de ceux qui créent et qui entreprennent. Une ambition centriste qui a quitté le champ de la caricature de mollesse, mais qui, au contraire, a pu crédibiliser dans les urnes et massivement
la force de changement que nous incarnons pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les postures d'excès de notre temps. Ces valeurs et ce sens des responsabilités, j'ai veillé à ce que l'ensemble des acteurs du mouvement des engagés en fassent leur ADN, votre ADN. Car faire de la politique différemment, ce n'est pas un slogan, ça doit être une attitude. Le nouveau gouvernement fédéral qui va être mis en place, si vous nous accordez votre soutien, après 7 mois de négociations intenses, raison pour laquelle vous ne m'en voudrez pas de plaider pour ce soutien, va enfin permettre à la Belgique de disposer d'une équipe assumant ses responsabilités pour remettre notre pays sur les rails. Votre vote de confiance permettra de mettre fin à 10 années de présence dans l'opposition de nos couleurs au fédéral. Il couronnera, dans l'attente de faire de même pour la région bruxelloise, le retour des centristes dans les gouvernements de tous les niveaux de pouvoir de Belgique. Jamais une remontada n'aura permis de marquer autant de buts en l'espace de moins de 3 années pour les engagés, et je me réjouis du moment où probablement, courant avril, nous aurons l'occasion de fêter ce jeune anniversaire. Depuis des mois, vous le savez, nos équipes de députés et collaborateurs bossent jour et nuit, week-end inclus, pour permettre l'éclosion de ce gouvernement, celui qui est à la fois le plus légitime et le plus conforme aux résultats des urnes. Il y avait urgence à conclure cet accord. Vanessa l'a rappelé, ça n'a que trop duré. Car oui, il y a plusieurs urgences. Il y a une urgence budgétaire d'abord. Ça peut paraître technique pour certains, rébarbatif pour beaucoup, mais n'oublions pas que sans un budget correctement géré, aucune dépense n'est possible. Ou alors, trop de mauvaises dépenses. C'est vrai dans un ménage, comme ça l'est pour l'État. Or, et j'ai parfois le sentiment que les citoyens ne s'en rendent pas suffisamment compte encore, la Belgique est désormais l'un des plus mauvais élèves de tous les pays européens. Nous sommes, et à raison, dans le viseur de la Commission européenne, placés par celle-ci sous une procédure de déficit excessif, comme la Pologne, la Roumanie, l'Italie ou la France, dont on peut régulièrement apprécier les difficultés. Si nous ne prenons pas des mesures vigoureuses et sérieuses pour assainir nos finances publiques, nous ne pourrons plus, à l'avenir, assurer le paiement des pensions, garantir une sécurité sociale généreuse et assurer l'accessibilité et la qualité de nos soins de santé. C'est, à travers cette phrase, le résumé de toute l'ambition de réforme que veut porter ce gouvernement Arizona. Des réformes structurelles s'imposaient donc. On a trop colmaté les brèches avec quelques sparadraps pendant les années écoulées. La politique de la rustine s'est terminée. Pas évidemment des réformes destinées à contrarier les citoyens, mais au contraire à assurer leur avenir. Aucun parti ne prend des mesures, aucun parti ne prend des mesures difficiles, parfois par plaisir. Seuls ceux qui ont le sens des responsabilités pensent aux prochaines générations bien plus qu'aux prochaines élections, assument d'être au rendez-vous des moments cruciaux dans la vie d'un pays. Les engagés l'assument. Et aujourd'hui, face à vous, je l'assume. Il y a urgence aussi à relancer notre économie.
dans un contexte mondial où l'Europe se trouve prise en tenaille entre des États-Unis trumpiens, assez peu soucieux de notre économie, et une Chine décomplexée, fragilisant nos industries. Sans parler des enjeux numériques ou des tensions géopolitiques aux portes de l'Europe, en Afrique ou encore au Moyen-Orient. Avec une main-d'œuvre plus chère qu'ailleurs et des coûts d'énergie handicapants pour nos entreprises, le gouvernement fédéral doit moderniser notre marché du travail et notre fiscalité pour pouvoir libérer les audaces, pour favoriser les investissements sur notre territoire plutôt que chez les voisins et pour pouvoir multiplier la création d'emplois. Pour diminuer aussi la charge fiscale sur les épaules de ceux qui entreprennent, mais également faire contribuer les épaules les plus larges pour que les efforts à devoir assumer collectivement soient également réalisés équitablement par tous. Il y a urgence aussi à redonner du pouvoir d'achat à chacune et chacun de vous, et particulièrement à celles et ceux qui bossent à bas salaire, pour valoriser le travail et augmenter la qualité de vie de chacun. C'est le sens de la réforme fiscale négociée. Travailler doit rapporter plus que ne pas travailler. Au minimum, 500 € de différence nette par mois seront à terme assurés entre une personne bénéficiant de l'aide sociale et son voisin qui travaille. Mais sans pour autant, évidemment, en tout cas pour nous, que ce soit au détriment de nos obligations morales de solidarité pour celles et ceux qui sont confrontés à un coup du sort, à la maladie, un échec professionnel ou un handicap. Cela peut arriver à tout le monde. Et les engagés ont veillé à garantir cette solidarité sans verser dans l'assistanat, problématique tant pour les personnes elles-mêmes que pour notre dynamique sociale et économique collective. Les plus faibles sont donc préservés dans cet accord. Et le vote massif d'ailleurs de vos Reut hier, ayant adhéré à près de 90% au programme, démontre effectivement que l'équilibre trouvé est loin des caricatures antisociales, anti-cœur que certains n'ont plus que comme dernier argument à opposer. Merci. La ponction directe sur le salaire du parent devant honorer une pension alimentaire sera désormais consacrée, cette automaticité, auprès du C4. S'inspirant d'ailleurs des modèles québécois et français, nous avons ainsi obtenu, nous les engagés, la réforme la plus audacieuse pour préserver les parents solos des personnes défaillantes par rapport au versement de leur pension alimentaire. Nous avons veillé à préserver les intérêts des enfants, bien entendu ici, mais aussi des enfants de migrants, j'y reviendrai, et des réformes éthiques progressistes sont également à l'agenda, qui ne permettront probablement pas à d'autres formations qui se revendiquent peut-être plus spontanément de ce qualificatif et qui ont participé au gouvernement Vivaldi, de venir donner la leçon, puisque nous allons faire des avancées qu'ils n'auront pas pu eux-mêmes engranger. Il y a des urgences, je le disais, et il y a aussi une urgence à réformer nos systèmes de pension. Comment expliquer, par exemple, qu'un agent SNCB, au-delà évidemment de tout le respect des professions qui soit dû, puisse partir à la retraite à 55 ans
en vertu de clauses datant de l'époque où l'on devait mettre le charbon dans la chaudière de la locomotive à vapeur. Tandis qu'une infirmière ou un chauffeur poids lourd doit attendre, en théorie, jusqu'à 67 ans. Comment expliquer que les fonctionnaires continuent, une fois pensionnés, à voir leur retraite augmenter en fonction des salaires des fonctionnaires qui travaillent toujours, alors que dans toutes les autres professions, le montant de votre retraite ne dépend pas des autres, mais juste de votre propre carrière. Et il existe encore bien des exemples de systèmes qui ont pu se justifier hier, mais qui n'ont plus guère de sens aujourd'hui. S'adapter à son temps, ce n'est pas vouloir brutaliser quiconque, c'est juste, avec lucidité, permettre que le système des futures pensions puisse continuer d'être garanti pour chacun. Et nous avons pu également préserver la reconnaissance de la pénibilité de certaines professions, comme les militaires, les pompiers, les policiers ou encore les enseignants, avec un coefficient de pension que certains voulaient voir disparaître, mais qui sera certes atténué, mais surtout maintenu. Et ça, c'est aussi les engagés qui y ont veillé. Nous avons aussi veillé à préserver les intérêts des femmes en ne modifiant pas les conditions de la pension minimale. Nous avons veillé à mettre du vent dans les voiles des pensions des indépendants. Nous avons veillé à ce que les personnes ayant commencé à bosser dès la fin de leurs études secondaires, voire parfois un peu avant, souvent d'ailleurs dans des métiers manuels particulièrement pénibles, de pouvoir bénéficier d'une retraite complète à 60 ans après 42 ans de carrière, pour ne citer ici que quelques exemples de ces réformes structurelles qu'il nous fallait, depuis déjà plusieurs décennies, avoir le courage de décider pour l'avenir de nos pays, de l'avenir de nos pensionnés, sans poser de préjudice à ceux qui le sont aujourd'hui. Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure, il y a aussi urgence en matière climatique. Nous l'avons bien compris et nous l'avons défendu dans ces accords, afin que la Belgique puisse continuer d'accélérer sa transition. Pour l'environnement et la biodiversité d'abord, mais aussi pour que nos entreprises soient à l'avant-garde de révolutions de toute façon inéluctables pour la réindustrialisation de nos territoires et de notre continent. Des choix ont été posés dans ce cadre, notamment sur l'activation de la filière nucléaire, en sus des énergies renouvelables, bien sûr, pour que notre activité soit la plus décarbonée possible et que les tarifs énergétiques soient soutenables pour les ménages et pour les PME. Nous avons inscrit la volonté de réduire notre dépendance et nos régimes fiscaux favorables aux énergies fossiles. À l'heure où des vents plus conservateurs, voire climato-sceptiques aux quatre coins de l'Europe et du monde, sans exonérer notre pays, amènent une profonde révision des stratégies d'investissement des différents pays, nous avons fait le choix assumé et réaffirmé de nous inscrire dans le lot des pays volontaristes en matière de transition vers une société décarbonée. Il y a aussi urgence, et vous le savez, en matière de santé, ce bien précieux qui, avec l'éducation, est au cœur du projet politique des engagés. Loin des caricatures diffusées ces derniers jours par l'opposition, je suis fier que de manière cumulée, 12 milliards d'euros supplémentaires vont être investis en santé durant cette législature. Quant
quand il fallait trouver 23 milliards d'économies, mesurer ce que représente la capacité de réinvestir 12 milliards pour pouvoir être au rendez-vous des enjeux sanitaires. Et quand on entend parler de 2 milliards d'économies en santé dans la bouche de l'opposition, c'est en fait une vision tronquée de la réalité à des fins partisanes, car il s'agit en vérité uniquement d'un tassement de l'immense progression du refinancement des soins via la norme de croissance, faisant contribuer de manière proportionnellement ténue la santé à l'assainissement budgétaire global. Et nous l'avions dit, c'est fait, nous allons pouvoir mettre en œuvre une trajectoire de refinancement avec une norme de croissance qui progressivement va pouvoir atteindre les 3% en 2029. Et donc, dans ce contexte budgétaire, probablement le plus difficile des 50 dernières années, j'ose dire, nous avons veillé à sacraliser la santé. Elle sera massivement refinancée là où les autres départements fédéraux seront contraints de faire des économies et parfois des économies sèches, à l'exception de la police et de la justice, que là aussi, à l'insistance d'ailleurs légitime de Vanessa, nous avons voulu préserver. C'était l'un des messages clés de notre campagne électorale. Je n'oublie pas les plans de revalorisation du personnel de soins, la libération de davantage de quotas INAMI, l'accessibilité financière des soins hospitaliers de première ligne, le maximum à facturer qui sera élargi, de même que le tiers payant, les suppléments d'honoraires qui seront limités, les hôpitaux financièrement soutenus, la prévention dopée en complément des initiatives prises par Yves au niveau de la région wallonne, la lutte contre les cancers renforcée. Bref, en matière de santé, promesse tenue. Il y a enfin urgence pour plus de sécurité dans nos rues et dans nos quartiers, avec des moyens inédits qui seront consacrés à la police, et notamment la police judiciaire, devant lutter contre les narcotrafiquants. Et on sait combien ça crée au cœur des quartiers, pas seulement dans les villes, mais même aussi dans les zones rurales, de plus en plus de difficultés et de tensions. Avec aussi un réinvestissement majeur pour l'œuvre de justice, trop longtemps désargentée, et pour laquelle nous œuvrerons prioritairement à travers ces moyens humains, mais aussi de grands projets immobiliers pour éviter des palais de justice délabrés et des conditions de travail honteuses pour un état de droit, des palais de justice au commissariat, jusque dans les cœurs de prison où les enjeux de dignité que nous portons doivent pouvoir être réhabilités. Nous n'avons pas, chers amis, transigé sur nos valeurs. Le sens de la justice et le sens des peines, le sens des mesures carcérales, le sens de la dignité humaine ne nous ont jamais quittés. Des magistrats vont être recrutés en nombre. Nos zones de police locale vont enfin être refinancées. Et d'ailleurs, le gouvernement, sur notre insistance, a prévu plus d'1 milliard d'euros sur la législature pour refinancer les CPS au vu des défis futurs qu'ils devront affronter, notamment en accompagnement à la remise à l'emploi, et pour alléger aussi la charge de pension de toutes les communes, avec un accent aussi particulier pour les factures de responsabilisation des plus grandes d'entre elles. S'agissant de la politique migratoire, la réalité des faits
nous impose et nous a imposé de regarder la situation en face. Il nous faut éviter d'accueillir au-delà de nos possibilités matérielles, au risque sinon de ne pas pouvoir accueillir avec toute la dignité attendue et en droit d'être procurée. La Belgique accueille aujourd'hui 3 fois plus de demandeurs d'asile que ce qu'elle devrait prendre en charge comme juste part selon les instances européennes. En conséquence, et vous l'avez déjà constaté, surtout si vous êtes mandataire, nos capacités d'accueil aujourd'hui sont complètement dépassées, ayant forcé le précédent gouvernement à donner des injonctions qu'on n'avait pas imaginées, à savoir celle de ne plus accueillir les hommes seuls, qui dès lors errent dans les rues et commettent des larcins ou des trafics pour survivre. Tous les pays européens qui nous entourent durcissent leurs mesures. L'actualité allemande, il y a quelques jours, en a encore fait la démonstration. Inutile de vous rappeler la composition gouvernementale aux Pays-Bas ou encore la poussée que nous connaissons en France. Au risque de devenir un îlot générant un appel d'air qu'il sera compliqué de pouvoir canaliser, il nous faut aussi renforcer notre politique, mais surtout pour nous humanistes, veiller à sa justesse et à son humanité. Pour soulager nos prisons déjà surpeuplées, où plus de 40% des détenus ne sont pas belges, nous pourrons, l'accord de gouvernement l'envisage, avoir recours à un établissement carcéral existant à l'étranger, comme nous l'avions d'ailleurs déjà fait il y a quelques années avec les Pays-Bas, pour y placer uniquement des illégaux, criminels, définitivement condamnés. Hors de question donc d'aller envisager d'y placer quelqu'un dont le seul tort serait de requérir l'asile dans un pays d'état de droit comme le nôtre, cherchant à honorer pas seulement ses conventions, mais surtout les valeurs qu'il y a derrière ces enjeux internationaux de dignité. Il s'agit bien donc seulement d'illégaux criminels définitivement condamnés. Mais nous avons veillé et bataillé, je peux vous le dire, pour que des balises accompagnent le principe. Seulement un État de droit européen pourrait être concerné et celui-ci devra, si cette option est mise en œuvre, faire l'objet préalablement d'une validation par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides et par le Conseil d'État, 2 institutions, 2 balises sur lesquelles nous insistons pour s'assurer qu'il s'agisse d'un pays dont le respect des conventions internationales et des enjeux de dignité, de prise en charge seront garantis. On se félicitera aussi que malgré les aspirations d'autres partis, nous ayons pu obtenir, grâce à notre entêtement humaniste, que la loi de mai 2024, qui concerne notamment l'interdiction d'enfermement des enfants, ait été confirmée par ce futur gouvernement. Et c'est probablement l'un des combats qui nous a été le plus âpre à mener, mais le plus satisfaisant à emporter. Quant à la résurgence des visites domiciliaires, dont vous avez peut-être déjà vu qu'un article ou l'autre les évoquait, nous n'avons pas perdu la mémoire de la manière dont nous avions accueilli cette initiative il y a quelques années. Mais nous avons strictement limité ces visites au seul cas, ma foi,
assez logique, de suspicion de terrorisme, de radicalisme, d'extrémisme ou de danger pour l'ordre public, et seulement ces cas-là, afin d'éviter d'être inadéquatement intrusif à l'égard des demandeurs d'asile ou à l'égard de ceux qui sont solidaires avec eux si on avait dû valider le périmètre plus large des situations qui étaient initialement proposées. Enfin, il y a urgence à prendre des mesures de sobriété politique. Les efforts auxquels les citoyens vont être invités ne peuvent certainement pas exonérer le monde politique, au contraire même. Les dotations des partis seront diminuées de 10%. Les coûts liés au cabinet ministériel seront réduits de 30%. Il n'y aura aucun secrétaire d'État dans le nouveau gouvernement. Le Sénat sera supprimé au terme de cette législature. Les indemnités de départ des parlementaires seront à l'avenir limitées à maximum 52 semaines, se calquant de la sorte sur le régime de droit commun que connaîtront désormais les nouveaux travailleurs en cas de préavis. Nous avons aussi veillé à préserver le caractère fédéral face à certaines velléités régionalistes de tous les instituts scientifiques et culturels fédéraux, de l'Agence du commerce extérieur, dont chacun s'accordait à dire que c'est un outil magnifique pour ouvrir des portes et rayonner à l'international, mais que malgré tout, d'aucuns voulaient régionaliser, voire aussi la coopération au développement, alors que là aussi, il y a un devoir de cœur, de raison à assumer. Partout dans le monde, on le voit, les gouvernements qui s'installent consacrent des personnalités de premier plan et des enjeux stratégiques à la modernisation de l'État, à la plus grande efficacité de sa gouvernance, à optimiser l'action publique. C'est le cas chez nos voisins français, c'est le cas outre-Atlantique, c'est le cas dans bien des endroits. Car oui, nous allons devoir aussi reprendre sérieusement en main les dépenses de gestion publique de notre État pour en moderniser sa gouvernance. Le chantier est énorme, mais il est au cœur du projet d'action, d'efficacité, de contact et de proximité qu'incarnent les engagés. Parler vrai, nous l'avons fait. Agir juste, nous allons le faire. Chers amis, nous avions expliqué durant la campagne qu'il nous faudrait avoir le courage de changer. Car on ne pourra pas obtenir, nous le savons, un résultat différent demain si on fait chaque fois la même chose qu'hier. Les électeurs nous ont fait confiance pour oser une politique audacieuse, disruptive, courageuse, mais aussi bienveillante et généreuse. Une politique respectueuse et enthousiasmante. Soyez sûrs que si vous nous donnez votre approbation ce jour, c'est l'esprit dans lequel les engagés vont œuvrer dans ce prochain gouvernement où nous aurons désormais l'honneur de siéger pour vous servir et être au rendez-vous de nos responsabilités. Ayons ensemble le courage de changer pour garantir l'avenir. Merci. Merci.